Là-dessus, je retrouve les journalistes Catherine Lévesque, Althia Raj et Émilie Bergeron. Bonsoir à vous trois, les filles. Bonsoir. Donc, les conservateurs qui votent contre le libre-échange Canada-Ukraine. Catherine, je commence avec vous. Est-ce que les conservateurs importent la droite américaine ici? C'était pas Comme le le dit but. Karina Gould, on vient de l'entendre. Oui, je comprends que les libéraux sont fort excités en ce moment parce qu'enfin, ils ont trouvé là, un point vulnérable là, pour les conservateurs et puis ils attaquent les conservateurs là-dessus. Par contre, c'était pas le but. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, les conservateurs, là, ils voulaient s'opposer à tout prix au prix sur le carbone et ils ont trouvé cette excuse-là pour s'opposer au traité de libre-échange. Par contre, vous faites le point qu'effectivement, c'est comme ça que c'est perçu dans la population, non seulement chez les libéraux, mais également chez les représentants ukrainiens, les gens d'affaires aussi, qui se tirent un peu les cheveux en ce moment, qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec les conservateurs qui ont toujours été en faveur du libre-échange. Donc, vraiment, je pense que ça place les conservateurs dans une situation très, très difficile actuellement. Et là, ils essayent de proposer des amendements disant non, mais on soutient le traité, mais on est contre à cause de cette mention du prix sur le carbone. Donc, vraiment, ça les met dans une boîte actuellement et ils sont très vulnérables à ce style d'attaque. Althia, est-ce que les conservateurs sont pris avec ça? Oui, parce que leur argument ne tient pas debout. De un, il y a déjà un prix sur le carbone en Ukraine. L'Ukraine veut faire le commerce avec l'Union européenne. L'Union européenne, au mois d'octobre, a commencé à mettre des lois où est-ce que tu dois payer un peu plus si tu importes des produits qui sont plus intensifs au sujet de leur utilisation du carbone. Alors, le monde bouge dans une direction, puis les conservateurs veulent reculer dans une autre direction. Alors, moi, je vois ça plus comme un enjeu domestique. Les conservateurs, ils ne veulent pas avoir un enjeu de libre-échange qui sont pris avec, ou est-ce qu'ils doivent amener des amendements, parce que si eux, ils veulent enlever le prix sur le carbone, mais il faut qu'ils rayent les partis qui parlent d'un prix sur le carbone du Canada, pas juste de l'Ukraine. Alors, leur argument fait pas vraiment de sens. Je crois qu'à cause de tout ce qu'on a vu aux États-Unis là, avec les républicains puis leur refus complet d'envoyer de l'argent et de supporter les Ukrainiens, il y a quand même une population au Canada qui écoute beaucoup de nouvelles américaines, qui ne croit pas que le Canada a affaire à s'ingérer dans les crises à l'étranger. Et puis, qu'est-ce que les conservateurs ont fait cette semaine? Ça joue un peu avec ces gens-là. Oui. Alors, d'une manière, ils veulent avoir les deux choses, puis je pense que c'était peut-être pas la meilleure stratégie cette semaine. Alors, on verra les suites de ça. Émilie, vous êtes à Terre-Neuve pour le sommet des dirigeants Canada-Union européenne. Le premier ministre Trudeau est sur place. Ça se termine demain. On discute beaucoup d'énergie. Est-ce que le recul partiel sur la taxe carbone de M. Trudeau va s'inviter dans ce sommet, selon vous? Définitivement. Oui, c'est sûr qu'on va en parler parce que les dirigeants européens voient le Canada comme un exemple un peu ou un leader, disons, au niveau des politiques de tarification du carbone. Hier, il y a eu un briefing de responsables de l'Union européenne avec les journalistes pour parler un peu des grands thèmes comme l'énergie, comme vous avez mentionné. Et c'est ce que un des responsables a dit, que le Canada a été très impliqué sur la scène internationale au niveau des discussions de tarification du carbone. Donc maintenant, est-ce que cette étoile-là, elle peut pâlir un peu ou scintiller un peu moins avec la brèche qui a été ouverte il y a le mois dernier par M. Trudeau? Peut-être, mais je pense pas qu'il y aura des gros désaccords parce que du côté de l'Union européenne, de plusieurs pays d'Europe qui ont des politiques aussi, Althia mentionnait l'Ukraine par exemple, il y a eu aussi des brèches, des exemptions, considérant le contexte de la guerre en Ukraine, l'invasion russe. Donc, c'est sûr que c'est peut-être une question un peu plus large au fil des années, comment les dirigeants peuvent faire pour que la tarification du carbone, c'est une politique qui demeure et qui n'est pas sujette à, disons, le contexte économique pour ce qui est du Canada du moment où il y a une forte inflation et du côté de l'Union européenne,
du côté une inflation aussi, mais aussi l'instabilité politique. Donc, quand on met des politiques, c'est pas nécessairement pour y ajouter des brèches au fil du temps, c'est plutôt habituellement le contraire. C'est certain que les leaders vont en discuter. Je mettrai ma main au feu. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup parler, cette taxe carbone. Je veux revenir avec vous, les filles, sur l'énoncé économique qui a été présenté mardi. Bon, les coûts de la dette explosent, les déficits sont plus élevés que prévu. Althia, c'est la première fois qu'on vous reçoit là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet énoncé de la ministre Freeland? Il n'y avait pas tellement de surprises. Elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Le 40 milliards de déficit qui monte à 50, à 60 dans le futur, là, ça commence à poser des questions. Est-ce qu'il y a de la place pour un programme d'assurance pharmaceutique au Canada? Probablement pas. Si on tombe en récession, où est sa marge de manœuvre? Pas très clair qu'elle en a une. Alors, il y a peut-être des problèmes qu'on va avoir dans le futur, mais à l'instant, je pense que c'était pas un gros gagne, mais c'était pas une perte non plus parce que le NPD va le soutenir. Oui, c'est ça, effectivement. Cette entente tient toujours la route. Il y a eu évidemment plusieurs annonces sur le logement, 15 milliards, mais à partir de 2025, Catherine, est-ce que vous trouvez que les libéraux ont bien répondu aux pressions des conservateurs? Bien, les conservateurs, de toute manière, ont déjà dit qu'ils ne voteront pas pour cette mise à jour économique. Donc, je pense pas que... Oui, c'est ça. Je pense pas que le but, c'était de leur plaire. Mais, par contre, les pressions sont bien réelles là, sur, justement, le coût de la vie, sur le logement. Et je me fierais à un expert en la matière, Mike Moffett, qui est un expert en logement, qui a donné la note de C- au gouvernement libéral là-dessus, qui a dit « ça arrive trop tard, il faudrait plus d'investissements, mais aussi, il faudrait revoir peut-être nos cibles d'immigration, parce que, bon, on parle de construire quelques dizaines de milliers de logements, c'est bien beau, mais encore une fois, il nous en faudrait beaucoup plus parce que en 2025, bien justement, il y aura 1 million de nouveaux Canadiens, des étudiants étrangers, etc. Donc, vraiment, là, il faut augmenter la cadence, là, puis on n'a pas le luxe d'attendre 2 ans. Ça presse. Je reviens à vous, Émilie, à Terre-Neuve. Au-delà de l'énergie et de la taxe carbone, les grands conflits comme ceux à Gaza et en Ukraine vont certainement être au cœur des discussions entre Justin Trudeau et les dirigeants européens. On s'attend à quoi exactement de ce côté-là? C'est certain que la situation au Proche-Orient, on ne peut pas l'aborder en ce moment. Et je vois mal probablement là qu'il y aura une déclaration conjointe des leaders, un communiqué conjoint à la fin de l'événement demain, vendredi. Donc, je serais très étonnée qu'il n'y ait aucune mention de ça. Et aussi, bien sûr, la guerre en Ukraine, puisqu'on parle de questions énergétiques. Les leaders vont parler de questions sécuritaires aussi. Donc, c'est certain que ce sera abordé. Le front uni face à la Russie, on va vouloir le montrer, le réitérer. Et aussi, dans le contexte pour ce qui est de la situation au Proche-Orient, il y a cette trêve qui doit commencer vendredi. Donc, ça donne un peu une poigne peut-être aux leaders de pouvoir dire, voilà, c'est dans la bonne direction. Par contre, ils ne pourront pas échapper aux questions sur un cessez-le-feu, disons, à plus long terme. Et c'est certain qu'il va être question de cette fameuse solution à 2 États. Donc, vraiment, moi, je m'attends à ce qu'ils poussent pour plus d'avancer à la table de négociation pour des solutions vraiment à long terme et durables. Donc, c'est certain que ça va mobiliser beaucoup de temps des discussions entre dirigeants. Poursuit jusqu'à demain. Il nous reste quasiment plus de temps. Je veux parler quand même de l'explosion à la frontière canado-américaine survenue hier. Évidemment, Pierre Poilievre a sauté très vite aux conclusions en parlant d'une attaque terroriste. Il se les fait reprocher. Althia, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette affaire? Oui, dans la Chambre des communes, il a parlé qu'il y avait, selon des rapports dans les médias, il y avait une attaque terroriste, puis il a essayé de poser le blâme sur le premier ministre. Pas surprenant, mais je pense que c'est un peu le résultat d'une... Il veut toujours blâmer le premier ministre pour n'importe quoi. On se souvient, l'année dernière, il voulait blâmer le premier ministre pour les attaques dans le métro à Toronto. Il y a des choses que Justin Trudeau n'est pas responsable.
pour. Ça, c'en est une. De un, il faudrait dire que M. Poilievre n'a pas accès à l'information que M. Trudeau a accès. Alors, les briefages que M. Trudeau a reçus pour savoir c'était qui, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on ne savait pas, M. Poilievre se fie au fil de presse, mais le désir de vouloir voir le pire, peut-être, c'est une leçon pour lui de ne pas voir toutes les choses en noir et blanc et de prendre un petit peu plus de temps pour s'ingérer de la nuance et des faits avant de tomber en conclusion. Les faits matters, comme on dit. Catherine, Althia, Émilie, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci à vous. Merci à vous.